y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis en compagnie de Arthur. Comment ça va, Arthur? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et je suis également en compagnie de Vincent. Comment ça va, Vincent? Ma foi, plutôt bien. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons parler du dernier film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. One filmmaker has always been ahead of his time. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Alors, Megalopolis pour moi. Alors, Coppola, j'ai une expérience un peu particulière avec Coppola. Je considère depuis des années que c'est le plus grand réalisateur, je pense, du nouvel Hollywood, et peut-être le plus intéressant, en tout cas, de tout temps, en fait, même jusqu'à très récemment, jusqu'à Twist, en tout cas jusqu'en 2012. Je pense que j'aime à peu près tous ses films. Mais je considère que depuis quelque temps, il s'intéresse aux mêmes thématiques qu'à une époque, mais avec une esthétique quand même un peu moins travaillée. Et on le voit sur Megalopolis. Enfin, moins travaillée, c'est peut-être pas le bon terme, mais peut-être moins stylisé. C'est-à-dire que Megalopolis, sans le trouver laid, j'ai pas trouvé ça très joli à regarder, contrairement à d'autres films du réalisateur comme Rusty James, même Le Parrain ou Apocalypse Now, qui sont assez formidables. Pour revenir sur Megalopolis en lui-même, et ben, contrairement à mes deux camarades, on verra après ce qu'ils en diront, j'ai ni détesté, ni vraiment aimé, ni vraiment été dans le milieu. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Ça reste une œuvre très personnelle, je pense, de Coppola, un peu comme Twist. Je pense que depuis 20 ans, il fait des œuvres beaucoup plus personnelles qu'il a pu faire avant, encore plus qu'avant, disons. Depuis, disons, L'Homme sans âge. Et j'ai toujours plus ou moins défendu ces films. Je pense que même L'Homme sans âge a un aspect très intéressant à travailler. Même Twist, même s'il n'est pas particulièrement joli, est très beau, très touchant parce qu'il incorpore de sa propre expérience. Et là, en fait, il fait un espèce de mélange de tout ça. C'est un peu comme une œuvre fleuve de toute sa carrière où on y retrouve aussi bien les thématiques du Parrain ou d'Apocalypse Now, des thématiques sur le temps qui passe comme dans L'Homme sans âge, les thématiques sur l'architecture comme quand il pouvait filmer des villes dans Le Parrain vu de loin, etc. Donc il y a quand même un peu tout son cinéma dans un seul film. C'est ça qui est assez intéressant. Comme je l'ai dit juste avant, l'image de Twix, quelque chose de très personnel, au point qu'il va nommer à un moment possiblement l'un des personnages du film, sans spoiler, de son propre nom, Francis. Personnage, pour ceux qui voient le film, je ne vais pas spoiler du tout, mais qui peut exister sans exister, enfin vous verrez bien. Et il fait régulièrement aussi des références à ce qu'il aime. C'est quand même un peu comme Scorsese, 2 cinéastes qui ont voulu faire connaître le cinéma mondial, qui veulent faire connaître le cinéma, qui veulent protéger et défendre un cinéma qui leur est cher. Et on a des références régulièrement quand même à Fellini. Je trouve que le film ressemble beaucoup à 8 et demi dans ce qu'il veut montrer, pas forcément dans ce qu'il fait. Ou alors même à Clouseau, dans certaines expérimentations formelles de ce que Clouseau voulait faire pour l'enfer, par exemple. On a quand même beaucoup de références comme ça à des grands auteurs du cinéma auxquels il a déjà emprunté et qui se sont mutuellement répondus au cours des années 70 ou 80. Donc ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est vraiment c'est un film sur le cinéma, c'est un film sur l'art, c'est un film sur la folie, c'est en même temps un drame antique dans tout ce qu'il a de plus dramatique, c'est-à-dire dans le surjeu des acteurs, dans les archétypes, dans le côté archétypal de certains personnages. Enfin, on est vraiment dans quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Mais en effet, et je pense qu'un de mes camarades reviendra dessus, Vincent, c'est pas forcément très joli.
Il y a beaucoup de choses très naïves qui m'ont personnellement dérangé. Pourquoi finir alors là, je spoil totalement, mais pourquoi finir sur un plan d'Hitler? On avait compris où il voulait en aller. Je veux dire, Hitler, au bout d'un moment, on a ras le cul de voir sa tête, on n'est pas sur TikTok. Voilà, et il y a pas besoin de le montrer pour comprendre ce qu'il veut dire dans son film. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'une petite naïveté d'un papy de 85 ans qui produit quand même, je pense, une œuvre profondément intéressante. Et c'est bien qu'un homme de 85 ans, qu'un cinéaste de sa trempe de 85 ans puisse encore aujourd'hui pouvoir rêver et produire un film de la sorte. Je pense que c'est ça le plus beau du film, c'est de se dire que bah, on est encore capable de produire des films comme ça aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des films qui vont diviser, des films qui sont formellement pas toujours réussis, mais qui proposent quand même une idée. On est quand même loin de tout ce qui sort actuellement en salle. Je pense qu'on est même loin des films d'auteurs actuels, en fait. On est vraiment dans une vision totale de ce que peut être un auteur, de ce qui a pu être défini comme un auteur et de ce qu'a pu être le nouvel Hollywood à une époque. C'est-à-dire un mec qui vient et qui dit, voilà, ça c'est mon idée, c'est ma pensée. Je me passe de producteur, je me passe de scénariste, je fais tout moi-même et je produis finalement une œuvre assez gigantesque, assez grande, à plusieurs niveaux d'interprétation qui rend aussi bien hommage à sa carrière qu'au cinéma, qu'à tout ce qui lui est cher, comme la fin où il fait une référence à sa femme décédée cette année. Enfin, il y a tout dans ce film qui représente ce qu'est Coppola, c'est-à-dire trop. Il a vendu tout ce qu'il pouvait pour produire Apocalypse Now, il en a même fait un infarctus, il a vendu tout ce qu'il pouvait pour produire Le Parrain, qui était un film presque familial. Coup de cœur l'a totalement ruiné. C'est un mec qui veut réaliser un film en live, et ben là, en fait, c'est ce qu'il fait. Il se fait plaisir et malgré beaucoup de défauts, une naïveté sur lesquels Vincent reviendra, je pense, surtout, malgré beaucoup de défauts que peut avoir le film, il reste quand même touchant comme twist, en fait. Peut-être pas au niveau de twist que je trouvais plus intéressant, surtout dans l'écriture, sur la relation entre l'auteur et son œuvre, ici qui est un peu moins forte, je trouve. Mais c'est intéressant, et puis on finit sur une belle touche. Je veux dire, un plan sur un bébé, voilà, bon. Alors ça peut être vu comme très naïf, mais je trouve que c'est un beau message d'espoir pour quelqu'un qui s'éteindra sûrement dans les années à venir sans produire d'autres films, parce que je suis assez persuadé qu'il ne le remboursera jamais, et qui, même si apparemment il travaille sur d'autres projets, il n'est pas prêt de nous reproduire un film de la sorte, ou en tout cas même un film court. Donc c'est quand même une belle fin, malgré ce que j'ai pu lire parfois sur internet. C'est pas si déplorable, je trouve quand même toute l'ambition et la grandeur dans une forme aussi de simplicité quand même que peut avoir Coppola. C'est grand, c'est beau et c'est beau, c'est une belle référence au cinéma, puis sur sa vie, et puis voilà. Par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire sur cette espèce de vision, on pourrait dire un peu, générale, c'est vraiment type, cinéma du nouvel Hollywood, qu'il y a dans ce film et qu'il y a notamment dans beaucoup des films de Coppola. C'est vraiment des films assez emphatiques quand même. Tout le monde se rappelle de Apocalypse Now, la trilogie du Parrain, pour certaines raisons. C'est effectivement des films qui poussent les limites, de plein de choses, de longueur, de visuel, d'imagination, d'imaginaire qui vont assez loin. Et Megalopolis ne déroge pas à cette règle-là. Il en déroge à plein d'autres et je vais essayer un peu de justifier mon point parce que parmi, on va dire, les 3 avis que vous écouterez aujourd'hui, vous aurez les 3 possibles à voix. C'est-à-dire celui de Arthur qui est, voilà, qui ne sait pas quoi penser du film, surtout d'un réalisateur qu'il a beaucoup aimé. Moi qui ai absolument détesté de A à Z, et je précise bien de A à Z, et Slack qui est beaucoup plus apprécié. Moi, je pense pas pouvoir dire si le film est bon ou mauvais. Par contre, je vais peut-être pouvoir essayer de justifier pourquoi vraiment je l'ai détesté. Et justement, cette espèce de vision du cinéaste un peu totale que tu as développée, moi, ça me permet d'embrayer sur un des éléments, un des angles d'analyse que j'ai sur le film. C'est, on va dire, le lien qui est fait, on va dire, sur comment est-ce que Coppola présente l'architecture dans le film. Moi, la façon dont je l'ai vu, c'est qu'il a une espèce de vision, notamment par le biais de son personnage principal, César, qui est totalement représenté comme étant, voilà, une espèce d'utopiste qui veut que le meilleur, quitte même à ce que ça ne soit pas aussi évident pour la plupart des gens. Et je pense que ça, je pourrais y revenir. Ça m'a beaucoup fait penser à Le Corbusier. Pour faire une espèce de courte histoire quand même très rapide, Le Corbusier, c'est un architecte urbaniste français qui a beaucoup travaillé entre les années 20 et les années 60, notamment à Marseille. Il a aussi voulu faire quelques petites choses à Paris, même si ça n'a pas toujours fonctionné. Et la raison pour laquelle je fais un parallèle, c'est parce que Le Corbusier, c'était pas juste un architecte, on va dire, voilà, qu'on dirait postmoderniste, c'est-à-dire avec des choses très anguleuses, très froides, en béton, en acier, en verre. On pourrait presque qualifier un petit peu de, voilà, un peu de sec, pas une architecture un peu sèche, qui serait peut-être quelque chose qui manquerait au film, hein, justement, de Coppola, peut-être un petit peu de retenue. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'on retient Le Corbusier, parce que Le Corbusier, c'est pas uniquement de la façade, c'est aussi de l'intérieur. Et Le Corbusier, il a cette espèce de vision maximaliste de son art, qui vise un petit peu à forcer aux gens à vouloir adopter son point de vue. Une espèce de point de vue qui serait une forme d'égalitarisme par la soustraction.
Dans Le Corbusier, il a cette espèce de volonté à ce que dans la décoration d'intérieur, tout soit blanc. C'est du ripolin blanc et il y a pas de décor, il y a pas de tableau, il y a pas à peine des meubles, il y a rien. Tout doit être anguleux, parfait comme lui le veut, pour qu'on puisse, selon lui, exprimer sa vision intérieure. Et pour moi, il y a un peu cet aspect-là dans la vision que propose César et je pense qu'il y a aussi la vision de Coppola, que moi je trouve assez nécessaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut forcer les gens à avoir sa vision des choses parce que c'est la bonne vision des choses. Et moi, je trouve que c'est une espèce de vision, totale et limite totalitaire de ce que pourrait être, l'art et techniquement, comme le film est présenté, l'architecture, comment serait la politique. À mon sens, il essaye de présenter César comme ayant une vision utopique et organique justement de la cité, qui viserait justement à ce que les gens puissent bien y vivre. À mon sens, pour moi, c'est vraiment une vision d'adolescent qui ne représente que des rêves, qui ne sont en aucun cas ancrés dans la réalité. Le film est très théorique, donc il n'y a pas vraiment de vraie proposition, c'est juste, voilà, si jamais on suit l'architecture de César, ben, tout sera égalitaire. Si on suit celle de Cicéron, ben, tout sera froid et les gens iront dans la misère. Moi, je pense, et si jamais on suit pardon, j'ai mangé un peu le mot, le fils de celui qui va représenter le capitalisme, et bon, on sera dans une espèce de pseudo-fascisme, dans tous les populisme, pseudo-fascisme. Dans tous les cas, moi, je trouve absolument ça adolescent, médiocre, et ça démontre, à mon sens, une vision assez réductrice de ce que pourrait être l'art, l'architecture et la politique. Je sais pas comment rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque l'architecture, c'est pas vraiment un domaine qui m'intéresse et j'ai pas particulièrement l'impression que c'est non plus quelque chose qui intéresse Coppola dans son film. Je pense que Coppola, quand il parle d'architecture et quand il parle de sa mégalopolis, enfin, quand Coppola en parle à travers le personnage de César, j'ai pas particulièrement la sensation que enfin, tu parles de rêve adolescent ou d'adolescence et de rêve, je sais plus les mots exacts que tu as utilisés dans quel sens. Adolescent, je pense pas, rêve, oui. En fait, je pense que Coppola utilise l'architecture, l'art de l'architecture, comme il aurait pu utiliser n'importe quel autre art. Et son but, c'est plutôt de montrer en fait la manière dont l'art, la création peut sauver une population en décadence. Le film s'ouvre sur une citation, il me semble directement reprise. Peut-être que le film donc, que je vais citer reprend une autre citation qui existe, mais je la cite de tête, je ne me rappelle pas. C'est quelque chose du genre un empire commence à s'effondrer quand un peuple cesse de croire à cet empire. Et c'est une phrase qui, me semble, est tirée du film La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, qui est sorti à la grande époque des péplums et qui a d'ailleurs a plus ou moins signé la fin des péplums parce que c'était des films qui coûtaient très cher et qui ne se remboursaient pas, d'ailleurs un petit peu Mégalopolis hein, en un sens. Et je pense que le film montre ça, en fait, montre comment une population est en décadence, comment des catégories de population, des catégories de personnes autour, en fait, profitent ou non de la situation pour faire ou non certaines choses. Mais l'art, enfin l'architecture là-dedans est pour moi plus utilisée comme une manière de montrer que l'art, en fait, peut s'affranchir de ça et peut potentiellement peut-être être un pas en avant, peut-être montrer qu'on peut une sorte de message d'espoir et le fait que le film se termine par cette dernière image qu'Arthur a dit tout à l'heure sur un bébé, sur un signe de futur. Encore une fois, oui, c'est très naïf, mais je trouve que c'est très beau, c'est une belle image, ce qui peut être à la fois une belle dernière image de la carrière de Coppola, même si on ne sait pas si ça sera son dernier film ou pas, on verra bien ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'avec l'âge du monsieur et la capacité qu'il a à produire des films, c'est bon. Peut-être que ça sera son dernier film, ça pourrait être une très belle dernière image. Encore une fois, je suis pas sûr que l'architecture soit tant que ça quelque chose qui importe et j'ai beaucoup aimé Megalopolis, c'est vrai que vous l'avez dit déjà parce qu'on en a parlé en off et moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui me travaille pas mal depuis que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a déjà une semaine et demie. Le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'images qui se mélangent et beaucoup de choses qui se mélangent. Mais contrairement à vous deux, déjà, moi, esthétiquement, le film me parle beaucoup. C'est un film qui me travaille beaucoup parce qu'il y a des images qui me marquent. Je pense à énormément de choses. Je pense à ces espèces de screen qui transforment le film en fait en 3 images, mais qui du coup, en fait, c'est juste la même image qui est coupée en 3, comme si c'était diffusé sur 3 écrans, un petit peu il me semble, je l'ai pas vu, à la Napoléon d'Abel Gance, qui il me semblait un petit peu sur ce système-là. Il y a beaucoup d'images qui me marquent. Il y a cette image de Julia Cicéron et de César qui tombent amoureux sur cette poutre. On voit l'image dans la bande-annonce. Ces poutres qui sont en suspension au-dessus de la ville, tout simplement, de New Rome. Je trouve l'image magnifique. Il y a toute cette séquence du concert avec la Vierge là,
il fait des paris, enfin des dons sur elle, sur sa virginité, qui est à la fois absolument dégueulasse à regarder parce qu'on voit que c'est que tous ces hommes lubriques qui sont prêts à donner des millions tout simplement parce qu'une femme est vierge est en train de chanter. Il y a quand même, je veux dire, la scène est, je trouve visuellement assez belle. Elle me rappelle un petit peu la période coup de cœur de Coppola, mais en même temps, la scène est quand même profondément dégueulasse quand on la regarde avec le recul de ce qu'elle est en train d'impliquer. Et en plus, je veux dire, ça correspond avec ce qui est dit par la suite, avec ce qui est fait par la suite, cette histoire de deepfake, etc. Je trouve que Megalopolis, en fait, c'est un film qui est compliqué à développer, particulièrement quand on a un avis un petit peu tranché, je pense. Alors quand on n'aime pas, on n'aime pas. Bon, tu l'as très bien montré, mais toi, tu l'as détesté de A à Z. Moi, je l'ai aimé, peut-être pas de A à Z. Il y a peut-être des choses que je trouve un petit peu. Des fois, il y a l'image, je la trouve pas forcément toujours très belle. Je pense notamment au tout début, là, quand on voit Julia dans les premières séquences, dans la rue, là, quand elle est poursuivie par le personnage de Shia LaBeouf, qui est. Enfin, je trouve la lumière un peu moche, un peu. Bon, et ça, c'est du détail. Il y a quand même certaines idées de Coppola qui sont pas forcément toujours de très bon goût. Mais moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que ça soit de bon ou de mauvais goût, Coppola s'en fout. Coppola, il va, il se dit, bon, bah, il s'affranchit un petit peu de ces histoires de bon et de mauvais goût. Il se dit, bon, bah, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu dans cet esprit-là. J'avais lu une interview, il me semble, sur le site Tsunami, qui a eu un entretien avec Coppola et qui lui avait posé la question par rapport à la fameuse. Il y a une sorte d'happening qui arrive au milieu du film. Coppola répond un truc du genre, mais en fait, je crois que j'ai pas vraiment réfléchi au truc. Je trouvais ça fun de le faire, alors je l'ai fait. C'est justement un petit peu ce que disait Arthur au début, c'est cet amour de vouloir faire un petit peu simplement le film qu'il a envie de faire, qui m'a beaucoup plu, qui m'a un peu touché parce que c'est juste Coppola, il a vendu ses vignes pour faire le film indépendant qu'il avait envie de faire, pour être sûr qu'il n'y ait pas un producteur qui vienne lui casser les couilles par rapport à ça, tu le mets pas, ça tu le mets pas, ça tu le mets, ça tu le mets, maintenant je veux que tu mettes plus de ci, plus de ça. Il a fait le film qu'il avait envie de faire, avec les conditions de tournage chaotiques que je n'ai pas beaucoup lu sur les conditions de tournage, parce que c'est rarement le genre de truc qui m'intéresse, mais apparemment ça a été une catastrophe. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Mais ça, enfin, je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, c'est le film qu'il avait envie de faire au moment qu'il a envie de faire. Comme l'a dit Arthur au tout début, c'est une expression un peu galvaudée, mais ça fait vraiment son film somme. Il y a beaucoup de choses, on peut repenser à énormément de choses de la carrière de Coppola. Rien que dans une banale séquence d'assassinat, moi tout de suite ça m'a fait penser au Parrain. Enfin, il y a des choses comme ça qui reviennent. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'outrance visuelle, les audaces visuelles. Je pense à ce plan de César quand il fait ce discours sur la suite, sur comment voir le futur. Et en fait, on voit que le discours est diffusé par la population sur une espèce de grande feuille en or, ou je sais pas trop comment expliquer vraiment à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment des choses il y a beaucoup d'idées. Moi, la séquence où Julia, on lui montre Mégalopolis, l'idée de Mégalopolis pour la première fois, et qu'on lui dit d'aller dans une espèce de petite maquette faite de briques et de broc, de bidons, de ficelles, de machin, parce que c'est comme ça qu'a imaginé César au départ, et que en fermant les yeux, elle s'imagine à quoi va ressembler la ville. Je trouve que c'est un enchaînement de très belles séquences. Il y a beaucoup de choses. Il y a le personnage de Wo Platinum qui est incarné par Aubrey Plaza, que je trouve aussi hyper intéressant et qui a un arc narratif vers la fin qui est hyper intéressant. Et en même temps, les arcs narratifs sont pas forcément, c'est pas ce qui est le plus important, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont très grossiers. Vous l'avez dit, il y a du néofascisme, il y a du populisme à la Trump, il y a ce côté pas très subtil où en plus on nous repart. C'est vrai qu'on nous remontre un petit peu Hitler vers la fin, un arbre qui est coupé, et puis ça fait une croix gammée. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont de mauvais goût, qui sont grossiers, qui sont machin. Mais pour moi, c'est évidemment volontaire. Il écrit Mégalopolis, il l'appelle une fable. C'est pas sur l'affiche, mais c'est écrit au tout début du film. Et je trouve que c'est un film très intéressant, et je pense qu'on y reviendra plusieurs fois dans le futur, sauf pour des gens comme Vincent qui ont absolument détesté. Oui, alors pour répondre très rapidement, bah, tu as dit beaucoup de choses. Moi, je trouve ça un peu simple de dire: «Ah oui, Coppola, il a envie de faire son film, que ce soit de bon ou de mauvais goût, il a fait ce qu'il a voulu». D'accord, très bien, content pour lui. Le problème, c'est que, bah, il y a pas que lui qui regarde le film, il y a moi aussi et toutes les autres personnes qui ont, malheureusement dépensé de l'argent pour voir ça. J'irai pas dans les détails pour dire à quel point je trouve le film laid, mais vraiment, quand tu dis que c'est des séquences magnifiques, des séquences, ouais, qui t'ont impressionné, moi j'avoue que j'arrive pas à le comprendre. Vraiment, j'ai trouvé, le choix des couleurs, l'outrance des acteurs. À la limite, tu vois, chaque chose séparément, si je décrivais, dans beaucoup de films, ça va pas déranger. Une outrance d'acteurs, une espèce de folie visuelle, même limite, parce que ça soit un petit peu kitsch.
Dans beaucoup de films, ça n'a pas dérangé. Mais là, c'est justement cet ensemble qui va poser problème. Toi, tu as dit au tout début que pour toi, l'architecture n'avait pas grande importance, ça aurait pu être n'importe quel art. Alors, effectivement, ça aurait pu être n'importe quel art, mais c'est par le biais de cet art qui va justement donner son. Et je pense que j'ai un peu décrit qu'à cet art parce que malheureusement, j'ai un petit peu oublié le film. Il y a, on va dire, comme truc principal, une matière, une espèce de matière nouvelle, un petit peu fantastique, que César a trouvé, a inventé, on ne sait pas trop, et qui permettrait justement de créer cette espèce de, voilà, de cité des rêves, on va dire, de cette New Rome, et qu'elle puisse un peu se relever de ses cendres, sachant qu'elle est en décadence. Évidemment, il y a toutes des questions. Les conservateurs veulent rester justement sur cette image qui disent, voilà, de briques, d'acier, de verre, des choses stables, du coup conservatrices où rien ne change, du coup les problèmes qui sont vont s'enliser. Alors que César, lui, par le biais de cette nouvelle matière, justement assez étrange, très organique, elle va pouvoir un petit peu changer selon les besoins des gens. Et pour moi, c'est justement, on va dire, le gros hiatus qu'il y a dans le film, c'est qu'il n'arrête pas de parler d'une espèce de société parfaite où tout serait d'une fluidité absolue, où voilà, tu as soif, tu as faim, tu as besoin de santé, tu as besoin de n'importe quoi. En fait, finalement, c'est limite la ville va gérer ça pour toi. Alors, j'ai passé les détails sur le fait, cette espèce d'un peu de cocooning où les adultes, au fait, seraient pris en berceau par une ville. Je pense que c'est vraiment une vision, c'est ça, un petit peu totale, un petit peu enfantine, comme j'ai pu le décrire un peu avant. Mais c'est surtout que, pour moi, le film va justement à l'opposé de ça. Pour moi, c'est un film qui est discontinu et parfaitement, ouais, quand on voit le film, on ne sait pas où ça va, en fait. C'est-à-dire que les séquences, quand elles s'enchaînent, tu ne sais pas trop ce qui se passe, en fait. À un moment, tu vas voir un personnage qui va se faire tirer dessus, juste après, en fait, il va être réparé, on ne sait pas trop comment. Ça se situe à la fin du film, puis au fait, au milieu, tu as quelqu'un qui va avoir une espèce de soleil noir, pour être encore plus subtil sur le fascisme, sur le front. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Au final, il est pris un peu par hasard. Ensuite, on va avoir un personnage, voilà, on va avoir une espèce d'enchère sur une vierge. On va se rendre compte qu'elle l'est pas. Au fait, elle l'est. Quelle était l'importance de cette séquence? Absolument aucune. Il va y avoir des mouvements de personnages. Au fait, tout le film est absolument discontinu, que ce soit visuellement ou même dans la continuité. Et pour moi, ça crée vraiment, ouais, un style absolument désagréable à regarder, au fait. Visuellement, dans son continuité. Et après, ça, si jamais j'ai du temps, si jamais c'est intéressant de développer, on va dire, sur sa vision un peu politique, parce que même si, où justement, il va reprendre cet aspect un petit peu de théâtre grec, théâtre romain, on va dire, où justement on a des archétypes. Moi, je trouve que c'est des archétypes extrêmement bêtes, vraiment qu'on pourrait trouver sur une analyse bas de gamme, sur un livre mal écrit ou je sais pas, sur une espèce d'analyse de comptoir, sur les médias, sur les différentes politiques en action. Moi, je trouve que c'est vraiment ouais, quelqu'un qui est justement plus de son temps, qui essaye de parler de son époque et qui en parle très très mal. Mais tu vois, là, encore une fois, je pense que c'est là où vraiment ça diverge parce que Coppola parle peut-être effectivement de son époque. Enfin, je pense que Coppola veut parler de son époque, mais je pense pas que Coppola parle de son époque en faisant particulièrement une critique. Pour moi, il parle de son époque, il la montre, etc. Et derrière, il veut montrer qu'il y a peut-être un échappatoire à ça, ou tout du moins, pour lui, la volonté de créer, ça supplante tout le reste. Tu vois, typiquement, tu dis au début, tu as dit oui, la vision de César par rapport à l'architecture, etc., c'est la vision de Coppola. Moi, je pose juste ça là, et puis après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas certain que Coppola, à la fin, donne raison au personnage de César et de son ambition et de son projet. Je veux dire, son projet est mené à bien, ça se finit bien pour César si on veut, parce que lui, il a fondé une famille, mais à la fin, je suis pas particulièrement convaincu que Coppola traite César comme étant un bon personnage, puisque ça reste quand même un mec obnubilé par son idée de mégalopolis avec sa matière du mégalon, qui, comme tu l'as dit, en a rien à foutre du reste, et qui fait quand même, enfin, il mène des discours. Je l'ai dit tout à l'heure parce que je trouve le plan incroyable, mais le discours de César, comme ça, qui se place en grand maître chef qui donne des leçons un petit peu sur ce que doit être le futur et ci et ça, il y a fondamentalement aucune différence entre ce personnage qui parle de cette manière-là, on va dire enfin voilà, néo-fasciste quoi, ou alors le personnage de Shia LaBeouf qui est dans le populisme, ou d'autres personnages qui ont des discours qui sont exactement pareils, sauf que en l'occurrence, si on veut, c'est César qui gagne à la fin. Mais est-ce que Coppola, lui, valide la position de César et considère
que Mégalopolis est une bonne chose pour la ville de New Rome, j'en suis pas particulièrement convaincu. Par contre, ce que Coppola veut dire, c'est que, quitte à avoir des rêves, autant aller jusqu'au bout. Et pour le coup, là où je suis à peu près certain de là où il veut en venir, c'est que la ville de Mégalopolis représente son propre film. C'est-à-dire que c'est un secret de Polichinelle qui veut le faire depuis une éternité. Il a réussi à le faire bon gré, mal gré, contre vents et marées, en vendant tout son patrimoine, etc. Il a réussi à faire son film est terminé. Pour moi, le Mégalopolis de la fin de son film, c'est uniquement la représentation filmique du projet de ses rêves, en fait. Mais je suis pas certain que ce soit la représentation d'une vision artistique de l'architecture qu'il validerait par rapport à que ce soit la vision de Cicéron au début du film ou celle de César tout le long du film, quoi. Je suis assez d'accord avec, Jordan pour le coup. Je pense que c'est plus, une vision d'aller jusqu'au bout, donc on a envie de faire quelque chose plus qu'une vraie volonté du réalisateur de se dire: «Voilà, moi je suis César et puis, les autres c'est, Cicéron». Je pense que c'est plus en effet que ce qu'a dit Jordan. Je suis un peu plus d'accord avec lui là-dessus. À la limite même, je pense que la ville qu'il présente à la fin, si en fond il y a un petit message écologique, c'est peut-être le seul lien qu'il peut avoir avec et encore, je pense que ce serait limité, cette espèce de forme de fleur à la limite ou de très boisé, très vert et cetera. Je pense que ça se limitera à ça et encore une fois, c'est un petit peu naïf, mais bon, c'est pas forcément désagréable. Je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit sur Napoléon. Je pense que clairement, il y a une référence à Napoléon, peut-être pas dans le même objectif. Napoléon voulait faire quelque chose de vraiment grand, gigantesque avec 3 caméras. Lui, je pense qu'il a plutôt l'objectif d'espèce d'un hommage à cette manière de découper l'écran à la limite. Il faut savoir que quand même Coppola avait, fait l'une des premières restaurations de Napoléon, donc je pense qu'il y a quand même pas une référence négligeable à ce niveau-là. Il est l'un des premiers à l'avoir, voulu le restaurer, mais je crois qu'une version de 4 heures, donc on est quand même loin de la version actuelle. Le fait, que tu disais, tu vois, je vais être d'accord avec les 2. J'ai bien fait de commencer à être au milieu. Je suis assez d'accord ce que tu disais Vincent sur le fait qu'on ne sait pas trop où ça va et en fait jusqu'à la fin du film, je savais pas trop où ça va. Alors je pense qu'il y a un message d'espoir avec le petit à la fin. Je pense que son message, il est surtout pas sur l'architecture. Je pense que l'architecture, il s'en fout, c'est un prétexte. Je suis assez d'accord avec Jordan là-dessus, mais peut-être un message plus sur la famille. Ça finit sur un bébé, sur une famille qui est heureuse et ça a toujours été dans ses films. Dans ces films, il y a toujours eu un effet de famille, un effet, sur le temps qui passe et ça, on le retrouve vraiment dans celui-là. Il est vraiment ancré dans ces thématiques. Donc je pense vraiment que l'architecture est un prétexte. Ça peut être n'importe quoi et à la limite juste un prétexte pour avoir le message écologique dont je parlais et qui est encore très léger. Pour revenir aussi sur le rapport à l'enfance dont tu parlais, le film est enfantin, mais je pense que c'est pas forcément pour rien. C'est un réalisateur qui a souvent travaillé sur l'adolescence et sur l'enfance. Encore une fois, je radote, mais sur le temps qui passe et de cette époque-là, que ce soit dans Peggy Sue s'est mariée, où elle redevient adolescente avec une pensée d'une femme d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Je pense que c'est pas pour rien que finalement son message est un peu enfantin ou adolescent. Ça peut déplaire, je suis totalement d'accord, mais il y a un côté, assez touchant dans cette manière d'à 85 ans d'avoir toujours une pensée d'un jeune enfant ou d'un adolescent. Je vais juste rebondir sur le truc que j'ai pas pu dire tout à l'heure. Sur l'esthétique, je pense que depuis Dracula, il s'en fout un peu à quoi ça ressemble. Autant il a beaucoup travaillé l'esthétique quand il avait, 30-40 ans, le nouvel Hollywood, que ce soit Le Parrain qui est magnifique, Apocalypse Now où il travaille vraiment l'image et cetera. Depuis Dracula, je pense qu'il s'en fiche de faire des trucs qui peuvent paraître moches au public tant qu'il se fait plaisir à les faire. Je suis d'accord en même temps avec Vincent pour dire: «OK, j'ai payé ma place, donc ça me fait chier de voir de la merde, enfin quelque chose de moche», même s'il avait envie de le faire, mais bon, au moins il est l'un des derniers à faire ce qu'il a à peu près envie de faire et qu'il doit trouver beau et finalement, il y a des belles scènes qui font donc comme j'avais dit référence à Kuzo avec, des plein de couleurs à l'écran, du bleu, du rouge et cetera. C'est plutôt sympathique et puis je resterai quand même sur ce message. Je pense que c'est le dernier du nouvel Hollywood, vivant, qui réalise encore ce qu'il a envie de faire en dehors des systèmes de production classiques. Je veux dire, Scorsese a été allé se prostituer chez Netflix. Voilà, ils sont tous à se prostituer, je sais pas quel producteur. Lui, il est toujours humble, il est toujours à faire un peu ce qu'il veut. Alors humble, Vincent pourrait rebondir dessus, parce que le film l'est pas vraiment, mais je veux dire vraiment à faire quelque chose de personnel, de réfléchi et un peu, à la Malik, en fait. Je pense que c'est les 2 derniers. Alors Malik, c'est pas le nouvel Hollywood, c'est un peu après, mais c'est un peu les 2 derniers à encore dire aux producteurs: «Allez vous faire foutre, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai une vision de cinéma et je propose une vision de cinéma». Du début à la fin, c'est une vision de cinéma qui peut déplaire, je suis totalement d'accord, mais où il y a une vision derrière et je trouve que tous les réalisateurs aujourd'hui, à part quelques exceptions, mais dans le cinéma monde ou dans le cinéma vraiment très indépendant, mais je parle vraiment des grands réalisateurs avec des gros budgets, 120 millions de dollars ici, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'était un Marvel il y a 10 ans, quoi. C'est une grosse production qui ont encore une vision d'auteur et une vision de réalisateur. On est vraiment dans le blockbuster d'auteur
qui va absolument blockbuster strictement rien parce que le film va bider comme pas possible et qui va rien rembourser, contrairement à Marvel de merde. Mais voilà, qui cherche quand même à avoir une vision de cinéma qu'on n'a plus depuis début des années 90, disons, depuis, la fin du nouvel Hollywood, depuis Coup de cœur pour lui ou depuis La Porte du paradis de Cimino qui a un peu mis fin à cette période-là et il revient et il le fait et c'est pas le cas de Scorsese. Il a eu des visions d'auteur ces derniers temps, mais quand même très, beaucoup plus classiques, beaucoup moins personnelles, je trouve et lui, il est encore là et il le fait et je trouve ça très, très beau, en fait. Il y a une espèce de geste d'artiste qui déplaît, qui va diviser, qui va partager, que beaucoup vont dire: «Bah, mais jusqu'où il est tombé le pauvre petit vieux» et moi, je trouve qu'en fait, c'est un beau geste. Alors, je veux bien admettre que, on admette la beauté du geste. Sur cet aspect-là, un peu théorique, je peux totalement être d'accord avec toi, Arthur. Effectivement, c'est toujours impressionnant de voir qu'une personne arrive à se plaire à cette vision, quand bien même on la trouve, mauvaise, détestable ou qu'importe. Mais c'est justement pour moi ça un peu le problème, c'est que, c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose et qu'on s'y tient, que c'est quelque chose que je vais valoriser, au fait. Pour moi, les 2 ne sont pas défendables. On peut, totalement critiquer un système qui a totalement uniformisé et platifié, tous les films qu'on voit. On doit critiquer des gens qui vont totalement, jusqu'à aller dans l'hubris, dans leur vision des choses. Des gens que je trouve assez ridicules. Je vais finir là-dessus parce que je pense que sinon je vais commencer un peu à dire un peu le même sujet, j'ai pas trop envie de ça. J'aurais quand même qu'on s'en tienne, on va dire, au strict minimum. Mais je vais quand même revenir sur cet aspect-là. Pour moi, si, Coppola, il donne clairement une vision des choses dans son film. Heu, certes, le personnage de César est un personnage un peu complexe, c'est pas totalement un personnage uniforme, effectivement. Il n'est pas présenté comme étant purement bon. Que ce soit avec, voilà, les histoires qu'il y a avec sa femme, son côté justement un peu mégalomaniaque ou alors, je ne sais pas moi, quelques peut-être réactions qu'il peut avoir en disant: «Mais moi je m'en fiche que les gens, voilà, que le peuple ne comprenne pas. Moi je fais ça avec une vision un petit peu supérieure», tu vois? Et je pense que Coppola peut critiquer cet aspect-là. Par contre, il y a pas que ça et pour moi tout le reste, on va dire sur la vision dont sont présentés les personnages, que ce soit celui de Cicéron, que ce soit celui, j'ai oublié malheureusement le nom du milliardaire, qui contrôle un petit peu la ville finalement, et avec son fils Shia LaBeouf. Pour moi, il donne clairement une vision des choses et il, critique clairement les choses. Je vais revenir un peu dessus, notamment avec les relations qu'il y a entre les personnages. Mais pour moi, ça me paraît évident qu'il dit que cette vision de César, d'une espèce de ville en changement perpétuel, est une bonne chose et est une meilleure chose que la vision un petit peu, figée qu'a Cicéron, qui d'ailleurs se rallie à César, mais ça je vais y revenir. Pour conclure justement, c'est, sur on va dire les relations qu'il y a entre les personnages et l'aspect politique qu'il peut y avoir derrière. Je dis pas avoir tout compris, hein, honnêtement, je suis pas non plus, parole d'évangile et je dis pas non plus avoir, voilà, faculté à tout comprendre, mais justement pour moi le film, s'il y a une complexité honnêtement j'arrive pas à la voir, parce que pour moi il décrit des choses extrêmement simples et des relations et je voulais pas utiliser ce mot honnêtement, parce que je voulais plutôt dire voilà que ça ne me plaisait pas, mais honnêtement que je trouve ça rend très bête. C'est pas un film qui a, je vais réagir à ça parce que justement c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter et qui était une réflexion où j'avais un peu envie de réagir, malheureusement je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je suis désolé. Qui disait: «Est-ce que par exemple quand, des gens comme James Joyce, des gens comme, Abel Gance justement, des gens comme Godard ou Ingmar Bergman, quand ils faisaient leur œuvre, est-ce qu'on leur disait: "Ah mais vous êtes un petit peu mégalomaniaque et cetera"? Non, vous c'est des grandes œuvres, tellement que tu taisais». Et ben, vous voyez, moi je suis prêt à accepter ça, sauf que pour accepter que quelqu'un, par exemple, voilà, comme James Joyce, comme Mozart ou comme je ne sais pas qui, arrive un petit peu à mettre un gros coup de pied dans la fourmilière comme ce qu'essaye de faire Coppola, pour moi ça fonctionne si jamais c'est des œuvres d'art, grandioses, c'est effectivement des chefs-d'œuvre. Or, en l'occurrence, moi, je pense que c'est juste un gros film de merde absolument irregardable et donc effectivement, je peux dire que le film, il a pas une vision mégalomaniaque. Pour moi, ça se rapproche de la c'est de la fatuité, au fait. Voilà, c'est être persuadé qu'on est voilà, c'est de l'étalage et du ridicule absolu et je vais finir par justement, on va dire, tout l'aspect politique du film parce que là où je pourrais, on va là où ces archétypes commencent à devenir faciles à analyser, le personnage de Gros Platinum, ça représente les médias, le personnage de Cicéron, ça représente justement, ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est le maire et ce n'est pas pour rien. Ils sont dans une espèce d'immobilisme, de conservatisme absolu. Ensuite, tu as le personnage de Shia LaBeouf qui est plus populiste que réactionnaire. C'est justement plus un bras droit qui serait une espèce de réactionnaire, avec des imageries fascistes, qui sont d'une subtilité. Bon, j'ai vu plus subtil, on va dire, hein. J'avoue que le soleil noir sur le front, honnêtement, je m'y attendais pas. Et il y a aussi le personnage, de Hamilton, voilà, pardon, Hamilton Crassus III qui est, l'espèce de représentant du capitalisme. En fait, tous ces personnages sont absolument très simples à analyser
et évidemment César qui est cette espèce de vision utopiste, on pourrait dire presque progressiste, mais en fait, quand on voit les relations des personnages, des fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est de décrire comme situation, en fait, Coppola?» C'est quoi Adam Driver, au départ, il va s'allier avec, les capitalistes pour au final être trahi? Est-ce que je dois comprendre que les fascistes naissent de la cuisse des capitalistes? Est-ce que je dois comprendre qu'en fait, les conservateurs, en fait, vont s'allier aux progressistes? En fait, je ne comprends absolument rien à ce qu'il essaie de me dire, vu que ces personnages sont des caricatures, sont des archétypes. Mais au final, il en fait rien et moi, je veux bien entendre ce que tu as dit, Arthur. Oui, effectivement et c'est beau d'avoir une vision un peu enfantine, adolescente. Oui, il faut garder cette âme d'enfant, mais il faut pas non plus en garder l'analyse et pour moi, c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il a une analyse d'adolescent, il a une analyse d'enfant sur la situation actuelle et je vais finir là-dessus en conclusion. C'est pour ça que je déteste le film de A à Z et je pèse un peu mes mots, vraiment, c'est un film que j'ai détesté regarder, que je déteste y repenser, vraiment, je n'ai pas du tout apprécié. C'est-à-dire que visuellement, je trouve ça, voilà, ridicule. Dans les archétypes et dans les relations, du coup, je trouve ça absolument enfantin et dans cette espèce de vision, voilà, architecturale de Le Corbusier, vraiment totalitaire et moi, c'est peut-être ça qui me pose le plus problème, c'est que vous pensez qu'il n'est pas totalement d'accord avec Adam Driver, je veux bien l'entendre, mais vraiment, c'est une espèce de vision, moi j'ai raison, il faut suivre ça et à la fin, finalement, le peuple est content, mais pour moi, ça, c'est vraiment une espèce de vision, ouais, totalitaire, maximaliste que je trouve assez détestable. Sans forcément rebondir sur ce que tu as dit, parce que je peux comprendre totalement qu'on ait ce genre de vision du film. Alors de A à Z, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, tant pis. Je dirais, j'ai pensé à ça, il y a quelques jours après avoir vu le film. Je m'étais posé la question avec un ami à une époque, est-ce qu'il faut forcément connaître l'œuvre d'un auteur pour réellement apprécier un film? Je pense que là, on est vraiment dans ce type de film. C'est-à-dire que je pense que Coppola fait un film pour lui et pour ses fans absolus, ceux qui ont revu toute sa carrière et qui peut faire qu'on je dis pas qu'on passe à côté, mais qu'on soit moins touché et du coup qu'on voit tous les défauts du film comme Vincent, si on connaît peut-être un petit peu moins la carrière de Coppola. Mais c'était vraiment juste une aparté comme ça, parce que j'avais eu cette réflexion avec un ami et je pense que c'est vraiment un film que l'on peut réellement qui peut réellement nous toucher que si on connaît, parfaitement, je pense, la carrière de Coppola, le personnage et tout. Ce sont rares ces œuvres, en général, on peut les prendre à part d'une carrière. Là, je pense que c'est quand même assez difficile, mais c'est mon point de vue, hein. Moi, je voulais revenir quand même sur ce que disait, Vincent parce que il parle de quelque chose qui touche le film, au niveau d'un point de vue narratif. Il est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se trame là-dedans parce que moi, le film me dégage vraiment l'impression, comment dire ça? D'une vacuité narrative. C'est-à-dire qu'il commence, on sait à peu près comment il va se finir, mais par contre, on connaît pas forcément toutes les péripéties et tout ce qui va arriver dans le film. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que chaque péripétie, en fait, n'a quasiment aucune importance sur la fin du film, à part peut-être l'histoire d'amour avec Julia Cicéron, mais à la limite, c'est un petit peu peut-être la seule chose, en fait, qui va avoir une importance dans le film. Pour tout le reste, ce que j'aime, c'est vraiment cette impression, alors je peux comprendre que quand on est, très, pragmatique et qu'on veut des éléments de scénario et trucs, non, bah, c'est nul parce que ça n'aboutit à rien. Mais par exemple, moi je pose une question, dès le départ, le personnage de Cicéron, le père je veux dire, est contre le projet de César. Pourquoi? Pourquoi ce personnage est absolument contre de A à Z au projet de César? Alors à la limite, à un moment donné, il explique que c'est parce qu'il ne croit pas en la matière qui a été inventée par César. D'accord, mais il y croit juste pas. Je veux dire, ça, en fait, ça s'arrête à peu près là. Pourtant, le mec, il est juste obnubilé à l'idée que César sorte de sa vie. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que son projet n'aboutisse à rien. Il fait tout aussi pour que sa fille ne soit plus avec lui. Il est capable de faire mais n'importe quoi pour que César disparaisse de sa vie. Il a une haine absolue. On ne sait pas pourquoi. Et à la fin, il finit un petit peu par mettre de l'eau dans son vin. Et on ne sait pas pourquoi non plus. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. On sait pas. Il se passe des choses, et ces choses-là, finalement, n'aboutissent quasiment à rien. L'espèce de semi-révolution qui est mise en place par Shia LaBeouf, elle sert à rien. En fait, enfin, je veux dire, ça tombe un petit peu à l'eau. Toute cette espèce de cette volonté du personnage d'Aubrey Plaza ou au Platinum qui va, on va le dire concrètement, utiliser le sexe, en fait, pour aboutir à ces choses-là, bah, ça, pareil, ça n'aboutit finalement à pas grand-chose, à part pour son propre arc narratif. Et j'irais même jusqu'à dire que, tout simplement, le pouvoir d'arrêter le temps de César ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est-à-dire que le film s'ouvre là-dessus. Il va y avoir une scène où il va s'en resservir
pas trop pourquoi il s'en sert. On va dire que narrativement, c'est utile pour montrer que Julia, elle, n'est pas soumise à cet arrêt du temps. On ne sait pas pourquoi et on s'en fout. Et ensuite, cet arrêt du temps va être un moteur dans leur relation. On comprend que c'est l'amour qui va, on va réactiver ce pouvoir d'arrêter le temps. Et on va comprendre également à la fin du film que c'est quelque chose d'héréditaire. Mais en fait, en tant que tel, le pouvoir d'arrêter le temps de César ne sert à rien et il se place en, on va dire, en chef de file, un petit peu en être supérieur à la population et même aux gens puissants de New Rome parce qu'il a ce pouvoir. Mais son pouvoir, factuellement, il ne s'en sert jamais. Enfin, il s'en sert, mais on ne sait pas trop pourquoi il s'en sert et il ne lui sert à rien. À un moment donné, il a quand même une grande phase de dépression où il dit ouin ouin, j'arrive plus à arrêter le temps, je sais pas quoi faire. Mais de toute façon, t'en faisais rien de ton pouvoir dans le film. On ne voyait pas à quoi ça servait. Donc, en fait, pourquoi tu chiales pour ça en fait on s'en fiche un petit peu. Mais derrière, tu as quand même cette très belle séquence, je trouve, parce que Vincent la trouve laide. Bon, moi, je trouve qu'il y a une très belle séquence, la séquence où Julia Cicéron et César tombent effectivement amoureux. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sur ces poutres. Je trouve ça absolument splendide. Je conclurai sur une dernière séquence parce que j'aime pas parler du film par séquence. Je trouve que c'est où il s'en tire le mieux d'ailleurs. Moi, j'aime quand un film, genre, il y va à fond à tous les étages. Et là, il y va à fond à tous les étages. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand quelqu'un va au bout de son truc et donc a une outrance en permanence justement de A à Z, ce que Vincent n'aimait pas, enfin ce que Vincent n'aime pas dans le film. Moi, c'est ce qui me plaît. Et je conclurai quand même sur une dernière séquence qui m'a beaucoup plu, c'est la séquence de filature en fait, où Julia est donc suivie par un autre personnage et elle suit le personnage de César qui, comme ça, il est dans les villes et puis c'est une séquence en plus avec, alors encore une fois, qui est pas très subtile et qui est très grossière avec des statues qui représentent la loi, qui représentent les choses qui sont en train de s'effondrer. Bon, effectivement, c'est pas très subtil, mais moi je trouve que visuellement, je trouve que la séquence dégage quelque chose, pardon. Et donc, ils sont là, à cette filature, et tout à coup, le personnage d'Adam Driver s'arrête. Donc, il fait nuit, il pleut, vraiment, tout est sinistre. Et d'un coup, lui, donc, il sort, et du point de vue de Julia, on le voit rentrer. Enfin, il y a une espèce de, comme un stand, ça fait un peu un stand de fleuriste, en fait. Le personnage de César donc rentre dans cette pièce et il va faire certaines choses et en fait on se rend compte que il est là comme si c'était la chambre mortuaire de sa femme. Il est là à s'occuper d'elle et puis d'un coup il y a un chant contre chant et on se rend compte que cette femme n'est pas du tout là. Et ce que je trouve très touchant là-dedans, c'est que on a l'impression en fait que Coppola en fait parle déjà du deuil de sa femme. Donc Éléonore qui est décédée cette année au moment du festival de Cannes, il me semble, avant la diffusion du film, mais qui ne l'était pas du coup pendant la création du film. Et en fait, il y a un côté du coup, très touchant à cette scène, à rebours, quand on connaît donc ce qui s'est passé dans la vie de Coppola. Et honnêtement, le film m'a pas particulièrement ému dans sa globalité. Il m'a beaucoup plu et je le trouve assez impressionnant à bien des égards. Il m'a pas particulièrement ému, mais je trouve que cette dernière scène, pour le coup, est vraiment très très émouvante. Et pour conclure, je dirais que je pense que vous avez eu tous les avis. Il y a celui qui est encore un petit peu en train de maturer, celui qui a détesté, moi qui a beaucoup aimé. Allez vous faire votre avis, dépêchez-vous, parce qu'à l'heure où va sortir cette édition, le film commence déjà à être déprogrammé, parce que comme l'a dit Arthur, il marche pas du tout. Donc il va pas rester au cinéma très très longtemps. Mais je vous conseille quand même d'aller voir ce genre de film, parce que comme l'a dit Arthur, c'est un projet d'un réalisateur et qui a vraiment voulu le mener à bien, qui est allé au bout de son idée, qu'elle plaise ou pas. Je pense que de nos jours, dans le cinéma américain contemporain, c'est, je pense, important quand même d'aller voir ce genre de choses, ne serait-ce que pour savoir si on aime ou si on n'aime